on nous a dit d'aller à l'école, de travailler fort, ensuite de trouver un emploi. Et puis, au moment où on a travaillé fort à l'école, on sort de l'école pour trouver un emploi, il y a l'IA qui vient et qui dit qu'il veut nous remplacer. Je le constate, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent et c'est en entreprise qu'on constate que même ceux qui font l'informatique, les langages, les outils, les frameworks, c'est des trucs dépassés. Personne n'utilise encore aujourd'hui. Par exemple, Office, Brevinex, ils payaient les développeurs pour ces travaux. Ils payaient des gens. Plus. On a eu la conversation la dernière fois. Ils payaient les gens localement, ils payaient des Indiens, des Pakistanais, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il se tape une journée avec une nuit blanche. Exactement. Il a une solution SaaS complète et qui commence par immédiatement lui faire gagner de l'argent. Aujourd'hui, si j'avais besoin de 5 développeurs pour travailler sur un projet, aujourd'hui, je peux en prendre seulement 2. Et prendre un outil IA avec un abonnement max, avec des tokens illimités, où il travaille naturellement. Quand tu veux aller travailler dans une entreprise, c'est-à-dire que tu cherches l'emploi, c'est très difficile aujourd'hui. Oui. Tu vas faire des entretiens fatigués. Mais si tu veux rapidement, si c'est même pour te former, ou bien te réorienter, ou bien tu quittes l'école, le plus facile pour moi aujourd'hui, le plus rapide, c'est le freelancing. Tu apprends à servir les gens, à offrir une compétence réelle pour répondre aux besoins des personnes. Et ça, partout dans le monde, c'est le plus rapide. C'est souvent ce que je recommande. Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. Actuellement on est au VozRob et nous accueillons un nouvel invité sur ce podcast, cette conversation-là que nous avons souvent avec des entrepreneurs qui font de belles choses dans le milieu digital ou dans d'autres domaines de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui on accueille Brice Boyou qui est entrepreneur spécialisé vraiment dans des solutions web, qui développe plusieurs outils qui aident énormément de web entrepreneurs à s'en sortir. Et du coup, il va vous parler de son parcours. On va vraiment discuter, lui et moi, par rapport à pas mal de choses et vous allez en tirer que de meilleur. Alors, il va se présenter à vous pour que vous puissiez savoir un peu qui il est et aller un peu plus en détail dans ce qu'il fait. D'accord. Oui. Salut, Cadius. Oui, salut. Bon, je vais me présenter, je vais simplifier. Comme tu as dit, je suis Brice Boyou, je suis un entrepreneur digital, béninois éventuellement. J'ai cumulé beaucoup de métiers, sinon j'ai beaucoup de compétences, que ce soit en marketing digital, que ce soit en développement web, développement mobile, l'automatisation, le design, sous toutes ces formes. Donc, en vrai, je suis un multipotentiel, comme on le dit. Okay. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus entrepreneur. Je ne suis pas un professionnel dans un métier. Donc, j'ai commencé mon parcours d'une manière un peu plus inhabituelle. Parce que d'habitude, pour travailler dans le digital, on va dans une école qui forme, soit en informatique, en design, en marketing digital, voilà. Moi, j'ai commencé par une formation dans un secteur qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé en transport et logistique. Ok, ah ouais. Oui, carrément. Ouais. J'ai fait une formation en transport et logistique. J'ai eu ma licence, mais le problème, c'est que ce n'est pas ce que j'aimais faire. Je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé par autre chose si ce n'est pas un truc qui a rapport avec l'informatique, les ordinateurs. Parce qu'au collège, j'étais déjà passionné, très passionné. C'est d'ailleurs même qui a eu le déclic. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un atelier informatique. Dès la 6e, ça m'a permis d'avoir les bases de l'informatique, les OS, tout ça. Et j'étais très passionné. Donc si je n'avais pas cours, j'allais déranger même ceux qui avaient des cours informatiques. Mais après le bac, les choses se sont passées autrement, parce qu'entre-temps, il fallait faire 3 choix pour que le ministère choisisse en fonction de tes moyennes obtenues en tes classes, voilà. C'est comme ça, j'ai été envoyé en gestion de transport et logistique. Okay. Il y avait donc une possibilité, soit je laisse carrément et puis je m'inscris dans une école privée, alors que moi je voulais la bourse, elle allait pouvoir m'aider. Voilà, donc j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je continue, je vais me débrouiller pour avoir la moyenne et continuer par recevoir ma bourse. Okay. Donc, dès la première année, j'ai commencé par faire des recherches
sur l'informatique, les métiers. J'avais, heureusement, à l'époque, je crois que c'est toujours le cas, une bibliothèque. Dans la bibliothèque, il y avait la connexion Internet, le Wi-Fi. Donc, c'est gratuit. Donc, que tu venais travailler, prendre des livres ou bien venir avec ton ordinateur, avoir sur Internet, faire des recherches, bon, c'était bien. Donc, moi, j'y allais. Il arrivait même que je rate des cours dans la même école. Et en ce moment, je suis à la bibliothèque parce que j'étais intéressé par mes trucs. Parce que de l'autre côté. Okay. Apprendre tout ce qui est sur le web. J'apprenais en même temps tout ce qui est développement web, tout ce qui est développement mobile. Donc c'est là que j'ai commencé, avant d'élargir vers le design, le marketing. Donc c'est comme ça que j'ai évolué progressivement. Et déjà, deuxième année en 2013. Ah ouais, 2013. Oui, 2013. Moi, j'étais encore... Ah ouais, 2013. Oui. 2013, j'étais en 5e. Ah ouais, carrément. En 2013, je pense, j'ai fait la deuxième année, j'ai fini en 2014. Oui. Ah ouais. Oui, parce que la première année, première année 2012, 2013, 2014, puis 2014, 2015, voilà. Okay. Donc déjà, en deuxième année, j'ai commencé par offrir des services en ligne, voilà, en tant que freelance. Bon, ça n'a pas beaucoup duré puisque je fonctionnais beaucoup plus sous déjà une en agence. 2014. Oui. Ah ouais, et c'était plus je créais déjà des sites web. C'était plus sur le marché local ou bien local plus... comme international, oui. Ah ouais, oui. Ah ouais. Donc c'est là que j'ai créé ma toute première agence, oui. Ma toute première agence. Et j'offrais tout ce qui est développement web, développement mobile. Et je faisais aussi de l'hébergement. En fait, on appelle ça un hébergement, mais c'était... comment on peut appeler ça? Je sous-traitais moi le service. Voilà, moi, on me paye. Moi, je vais aller acheter l'hébergement quelque part là-bas. Voilà, aller gratter les réductions. En parlant de ça, j'ai jamais vu la dernière fois sur les réseaux que tu avais fêté 10 ans d'achat chez une plateforme en ligne. Oui. Ça montre vraiment l'ancienneté. 10 ans, c'est, comment on appelle ça? La plateforme qui gère ThemeForest, CodeCanyon, où on achetait des scripts, des thèmes pour pouvoir aller vite. Donc, par exemple, à l'époque, j'avais... appris WordPress. Donc aujourd'hui, ça doit faire au moins 12 ans que j'ai commencé à utiliser WordPress. Ah ouais. Ouais, donc c'est plus rapide de faire des sites avec du WordPress. Et encore que les gens ne payaient pas beaucoup. C'est ça. Donc tu prends WordPress, tu vas sur ThemeForest, tu prends un thème et que tu peux réutiliser même d'ailleurs pour plusieurs personnes. Donc voilà, tu prends le thème. Et dit que beaucoup de personnes ont découvert le digital vraiment. Et il y a eu cette hype-là que les dernières années, quoi. Oui. Genre 2020, 2020, oui. 2019 même pour certains. Je pense que c'est même les événements de 2020 qui ont fait tout exploser. Oui. Et avec l'arrivée aussi de ChatGPT. Exactement. Et puis, c'est super intéressant ça. C'est allé vite. Et du coup, en parlant de ça, quand ce switch a été fait et quand tu es rentré vraiment dans le milieu du digital, oui. Et tu es resté dedans vraiment assis, est-ce que en ce moment-là, tu étais vraiment déjà indépendant vis-à-vis d'un parent peut-être ou de ce genre de choses? Et comment on a perçu ce switch-là que tu as fait? Est-ce qu'on y voyait forcément quelque chose d'avenir? Parce que forcément, tu avais peut-être des gens dans ton entourage qui se disaient peut-être que tu étais inconscient de ne pas aller dans ce sens-là des études et de faire tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ça serait super intéressant. Bon, en fait, il faut dire que mes parents m'ont toujours fait confiance. Ok. Ça me rappelle l'épisode aussi de la 6e en informatique parce qu'il y avait plusieurs métiers. Il y avait la couture, il y avait la soudure, il y avait la cuisine, il y avait plein de métiers. Mais à l'époque, il fallait que chacun choisisse. Moi, j'ai dit, c'est l'informatique que je veux. On dit, si tu veux faire l'informatique, il y a une cotisation de 1500 francs CFA qu'il faut payer. Bon, pour les parents, d'autres viennent pour dire, ils vont faire la cuisine, la couture, la soudure, c'est gratuit. C'est pourquoi moi, pourquoi il faut payer alors que les autres payent? Il dit que pour moi, c'est comme ça. On dit non, il faut choisir quelque chose comme les autres. Il a dit non, c'est ce qui me plaît. Bon, finalement, et puis, ils m'ont donné l'argent et puis j'ai pu payer, parce qu'en temps, il faut payer, je crois que c'était payer une disquette
Ces disquettes, on l'utilisait en temps, on ne connaissait pas de clé USB même. Okay. Et les disquettes, on l'utilisait pour enregistrer, regarder des choses dessus. Donc, quand ils ont vu le résultat après, parce que ça m'a permis d'être premier de la promotion. Et voilà, donc quand ils ont fait les cérémonies, on m'a primé. Oui, j'ai vu plein de vidéos que tu as partagées récemment sur les réseaux. Oui. Il y a un moment, je pense, et on te primait, je pense. Oui, ça c'est quand je suis allé à l'université. Okay. Quand j'ai commencé par développer des solutions. Des solutions et tout. Je participais à des hackathons. Hackathons. Les prix, on en a gratté tellement. Oui. Donc, ah, mais c'est super intéressant. Oui. Super. Alors, du coup, quand tu es rentré dans ce milieu-là vraiment et que tu as vraiment commencé par faire des missions en tant que freelance, etc. et tout, qu'est-ce qui t'a poussé, et je vais revenir sur quelque chose tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à vouloir développer des solutions un peu pour aider des gens et tout ça? Plutôt que d'aller vers la prestation. Okay. Bon, j'ai commencé par la prestation, bien sûr. Oui. Et j'étais community manager. J'ai commencé même avant que le thème ne soit plus vulgarisé. Et puis aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Donc, j'aidais les entreprises à gérer les pages, les comptes sur les réseaux sociaux. Donc j'étais confronté à des difficultés de répondre automatiquement. Okay. Parce que le truc, tu es dans le domaine. Même si tu rédiges le plus bon contenu possible, tu mets la description, le prix, on produit un visuel, ça peut être une vidéo, ça peut être une image. Il y a la description, il y a le prix, il y a l'adresse, mais les gens viennent encore en commentaire, vous disent c'est combien, vous êtes où, comment, voilà. Les mêmes questions qui ont déjà les réponses sur les contenus, dans le contenu et sur le visuel. Donc, et quand tu travailles avec des gens qui ont un gros budget, où des dizaines de commentaires viennent, chaque minute, tu fais comment? C'est compliqué. Voilà. Donc, je cherchais un moyen de pouvoir automatiser. Et c'est en ce moment que il y a eu des phénomènes de chat forward, donc, où les gens se sont lancés, créaient des bots. Donc, voilà. Donc, je me suis lancé aussi dedans. Et donc, je me dis, OK, pourquoi ne pas créer ma propre solution? Okay. C'est là que j'ai créé aussi, entre-temps, ça s'appelle Aginap, qui permet de créer des chatbots. C'est la toute première solution que tu as créée? Dans ce sens. Mais il y a eu des solutions qui sont beaucoup plus locales. Okay. Ça permet aux gens de pouvoir trouver des artisans. Il y a pas mal de solutions. Hein. Donc, si tu as besoin d'un artisan, tu vas sur la plateforme, tu trouves un artisan. C'est pour le marché local? Marché local. Okay. Donc, c'est avec ces solutions également des boutiques à proximité. C'est avec ces solutions surtout que j'ai pu avoir beaucoup de prix. Même mon premier ordinateur, bon, c'est vrai que mon premier ordinateur, je l'ai acheté avec ma bourse. Mais après, mon tout premier Mac, je l'ai eu flambant neuf lors d'un concours. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Ça, là, par exemple, ça m'a permis de gagner plus d'argent. Ce qui faisait que j'étais très concurrentiel sur le marché. Donc, tu vas prendre des solutions d'autres personnes pour utiliser pour ton client, alors que moi, j'utilise ma solution que j'héberge. Okay. Moi, j'ai la possibilité de casser les coûts. Tellement. Voilà, je peux casser comme je veux, alors que toi, tu dépends de l'autre. Tu dois facturer ton client en fonction de ce que tu payes aux autres outils. De l'autre côté. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. On répond déjà à mes propres besoins. Et après, j'ai commencé par vouloir répondre plutôt aux besoins d'autres entreprises, surtout, plutôt que forcément mes seules solutions. OK. Je suivais l'interview d'un monsieur, d'accord, un Sénégalais, et j'ai vu que tu avais laissé un commentaire dessus. Tu as laissé un commentaire qui disait, que tu disais que sa dernière phrase veut tout dire. Je ne sais pas si tu te souviens de ce commentaire que tu as fait. Non, pas trop. OK. Je l'ai vu hier seulement. Ah ouais. Hier seulement. Et le commentaire datait de quelques semaines déjà. Hein. Okay. Et il disait, je ne me souviens plus de son nom, mais il disait, en fait, make people lives easier and then you make the money. C'est ça. C'est ça. Et tu as dit dans les commentaires, ça veut tout dire. Est-ce que toi, aujourd'hui, ça fait sens vraiment pour toi? Et c'est pourquoi tu as vraiment décidé de créer des solutions? Est-ce que tu te dis, OK, I will help a lot of people, je vais aider plus de personnes et je vais faire de l'argent après. Ou bien c'est plus dans la logique de, OK, je veux juste aider. Parce que je vois que, en vrai, quand on regarde les solutions que tu as aujourd'hui sur le marché, que ce soit Colo,
je pense, Claude, tu es déçu. Claude, oui. Et WhatsApp, oui. C'est des solutions qui coûtent relativement moins cher et qui sont super accessibles. C'est ça. Est-ce que c'est plus social et après le volume va venir, ou bien tu ne cherches pas forcément du volume, tu cherches juste à faire du social et tout? Voilà, le principe de base, oui, le principe de base, c'est d'abord satisfaire les besoins des gens. Ok. Et après, quand tu apportes de la valeur, tu auras forcément pour toi dedans. Okay. Donc, moi, je suis comme ça. Okay. Je suis comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis toujours pas riche. Donc, je voulais être riche. Je sais comment devenir riche. Oui. Et plus tard, on va revenir sur ça. Si celui qui veut avoir rapidement de l'argent quand tu commences, comment il faut faire? Est-ce qu'il faut aller vers le freelancing, aller chercher un emploi ou se lancer dans l'entrepreneuriat? Quel choix? On pourra en parler plus tard. Moi, j'ai décidé en fait de répondre à des besoins. Ok. Mais nous sommes dans un environnement, dans un écosystème qui est encore embryonnaire. Presque tout est à refaire. Oui. Donc, et je vais dire que nous sommes la génération qui essaye de changer les choses. Oui. Donc, moi, j'estime que il faut construire, il faut aider jusqu'à un niveau donné. Les choses vont quand même devenir plus aisées pour tout le monde. Okay. C'est pourquoi je n'ai jamais eu d'idée de sortir, d'y aller m'installer ailleurs, parce que les gens disent, mais avec ce que tu fais là, on prend le 10e de l'effort que tu fournis. Si tu vas dans un autre écosystème, dans un autre environnement, tu pourrais multiplier ça par 10, par 20. Okay. Mais bon, cette idée-là, ça ne me dit pas grand-chose, parce que j'estime que si nous, qui avions commencé, si nous abandonnons et que nous allons dans d'autres écosystèmes parce que nous voulons aussi devenir riches, voilà, comme nous souhaitons, les autres, comment ils vont faire? Et les aînés, voilà. En fait, je suis curieux par rapport à quelque chose que tu as évoqué là. Oui. Tu as parlé voilà, de devenir riche rapidement. Oui. Il y a la voie, tout ça, etc. Et tout. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux, enfin, supposons un jeune qui veut se lancer et tout, tu as parlé de faire de l'argent rapidement, qu'est-ce qu'il peut faire? Et est-ce que toi, tu penses que faire de l'argent rapidement, c'est ce que tout jeune doit chercher? Ou bien c'est plus aller modérément et tout? Je sais pas, quel modèle de progression tu peux... enfin, pour toi, c'est quoi le meilleur modèle de progression en vrai, aujourd'hui, dans ce milieu-là? C'est compliqué. Il n'y a pas un meilleur modèle. Donc, je pense que c'est selon la situation de chaque personne. Et aussi les objectifs. Si vous ne manquez pas de quoi vous nourrir, les besoins fondamentaux, si vous arrivez à subvenir à vos besoins, il y a peut-être, on vient d'une famille où les parents sont plus ou moins aisés, vous venez d'une famille modeste quand même, d'une famille riche. Votre objectif n'est pas comment gagner de l'argent rapidement. Oui. Donc, ça peut être peut-être comment construire un business, un grand business qui vous rapporte beaucoup de millions pour que vous deveniez multimillionnaire, plus tard milliardaire. Mais quand on n'a rien, son objectif premier, même si on va à l'école, c'est de gagner de l'argent. Ouais. Donc, et pour ça, à chacun de choisir. Maintenant, si l'objectif est de gagner de l'argent, c'est en ce moment qu'on va dire quel chemin prendre. Si je veux faire de l'argent rapidement, le court terme, c'est pas comme on commence le même mois et puis on commence à gagner de l'argent. Mais dans le court terme, si je souhaite exercer une activité qui va me rapporter de l'argent rapidement, il y a quand même des chemins qu'il ne faut pas prendre. Oui. Ok, très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, on a parlé on est la génération un peu avec laquelle le digital devient un peu plus intéressant. Oui. Et je pense même partout dans le monde, en vrai. Partout dans le monde, surtout sur le plan du digital. Oui. D'accord? C'est-à-dire, surtout, on va prendre la génération des moins de 30 ans. Oui. De moins de 30 ans. Oui. Dans le monde entier, je pense qu'on est tous presque au même niveau en termes de... voilà, en tout cas pour ceux qui sont renseignés et tout. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas qu'on est dans une arnaque? Comme le dit ton fiston Blevnek, j'ai vu un test qu'il a mis la dernière fois. Il fait que on nous a dit d'aller à l'école. Oui.
de travailler fort, ensuite de trouver un emploi. Oui. Et puis, au moment où on a travaillé fort à l'école, on sort de l'école pour trouver un emploi, il y a l'IA qui vient et qui dit qu'il veut nous remplacer. Et vous aimez, bon, voilà, sur les réseaux, vous aimez parler de ça, toi et lui, que l'IA va remplacer voilà, les humains. Du coup, est-ce qu'on ne s'est pas fait arnaquer quelque part? Cette histoire. Moi, je suis assez... en fait, bon, l'école, dans notre environnement, c'est une roadmap, une feuille de route qui est tracée, comme tu as dit. Donc, tu vas à l'école, il faut travailler bien, il faut être parmi les meilleurs. Ouais. Donc, après ton diplôme, il y a un travail qui t'attend à la porte. Ouais. Ça, c'était il y a longtemps, en fait. Parce qu'avant, nos parents avaient le CEP. Avec le CEP, tu peux être un enseignant. C'est ça, justement. Avec le CEP. Justement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il y a longtemps, ce n'est plus pareil, on va dire. Donc, c'est une arnaque dans ce sens où l'école te forme pour le chômage. L'école te forme pour le chômage parce qu'on te forme, d'abord, non seulement les cours ne sont pas à jour, et je le constate, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent, et c'est en entreprise qu'on s'en constate que même ceux qui font l'informatique, les langages, les outils, les frameworks, c'est des trucs dépassés. Personne n'utilise encore aujourd'hui. Ouais. C'est exactement ça. Moi, j'ai eu une conversation avec une amie qui fait marketing et communication dans une école privée ici au Bénin. Et je lui ai posé des questions par rapport à certaines choses. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le social ad? Est-ce que c'est ce qu'on appelle voilà, le media buying, des trucs comme ça et tout? Pas possible. Elle n'en a aucune idée. Non, voilà. Mais moi, je lui dis, mais qu'est-ce que vous apprenez? On me parle de quoi? Idéologie de marketing, des trucs comme ça et tout. Et moi, je me dis, mais tu ne peux pas être un étudiant ou une étudiante en marketing et on va t'apprendre l'histoire du marketing. C'est purement théorique. C'est purement théorique. Et même si c'était à jour, ça allait quand même être intéressant. Donc, sur le marché, ces étudiants peuvent s'adapter. C'est ça. Mais le problème, c'est que les cours sont dépassés. Et ce qui fait qu'arrivé à un moment donné, ils finissent. Même trouver un stage, c'est compliqué. Et quand ils commencent le stage, c'est en ce moment qu'ils reprennent leur formation. Donc, c'est pourquoi on peut dire que c'est à la fin, c'est une arnaque. Et comme tu as dit, l'IA est venue et a tout chamboulé. OK. Ouais. Donc, ce qu'on disait il y a 3 ans, aujourd'hui, il faut avoir un autre discours. C'est ça. Puisque le peu de personnes qui arrivent à s'en sortir, à trouver des travaux, surtout dans son secteur. C'est ça. Tu sors logisticien, tu vas travailler dans une entreprise où tu as un boulot de logisticien. Tu sors développeur, tu vas travailler dans une entreprise où tu es développeur. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus évident. Tu vas chercher jusqu'à ce que tu seras obligé de te réorienter. Donc, tu vas recommencer. Donc, en ce sens, l'école est une arnaque. Et s'il y avait une loi qui permettrait d'aller réclamer ces contributions, beaucoup allaient réclamer ça. Oui, je crois avoir lu une histoire comme ça, quelqu'un qui s'est présenté à son école et puis il a dit non, que il a de le rembourser. On l'a arnaqué. Oui, que tout ce qu'on lui a appris là, ça ne lui a servi à rien. À rien. Donc, on a eu l'impression de l'argent. Ça, c'est hardcore. Hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'IA est venue et puis aujourd'hui, la question, est-ce que... Et du coup, aujourd'hui... Bon, on parle d'IA et tout ça, mais est-ce que ce n'est pas plus par rapport à certains métiers simplement? Parce que si on prend... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers où l'IA est intégrée peut-être à des robots qui vont pouvoir faire des tâches où l'homme va se défouler, etc. Et tout. Par exemple, quand on parle des champs, on voit en Chine ou dans d'autres pays beaucoup de technologies pour sacler, pour semer même et tout ça là. Ça, on sait que ça remplace et tout ça, mais est-ce que finalement... Est-ce qu'il n'y a pas encore des métiers où l'IA ne peut pas vraiment intervenir? C'est difficile. C'est difficile en ce sens où un travail manuel, quand on dit manuel, peut être fait par des robots. Oui. On voit aujourd'hui, on recrute même des humains pour manipuler des robots à distance. Oui. Parce que ces robots ont besoin qu'on les entraîne à effectuer des tâches que les humains font au quotidien. Donc pour que ces robots puissent remplacer l'humain, il faudrait lui apprendre à vivre comme un humain, à faire les choses comme un humain. Ouais. Et pour qu'il y arrive, il faut l'entraîner avec énormément de données. Donc aujourd'hui,
Une plateforme où on recrute des humains pour en fait être dans la peau d'un robot. C'est une façon de le dire. Ouais. Donc, tu portes un casque de réalité virtuelle et tu manipules un robot qui est peut-être en Amérique, alors que toi, tu es aussi au Bénin. Oui, je pense que Elon Musk en a parlé dans une interview qu'il a fait avec un podcasteur indien dans le bureau de Tesla, je pense, ou bien de SpaceX et tout. Et durant cette interview-là, il disait que le monde va atteindre un certain niveau d'autonomie face à l'emploi. Et donc, les humains n'auront plus besoin de travailler. Travailler, tout à fait. Et il estime ça pour, je pense qu'il a dit dans 10, 20 ans, hein, maximum. Oui, maximum. Parce que l'évolution est terrifiante, hein, en vrai. C'est terrifiant. Et puis, en fait, moi, je me dis, là, maintenant, quand la situation est comme ça, et on nous dit que finalement, les hommes n'auront même plus besoin de travailler parce que, et les robots, et tout ce qu'on veut. Parce que même dans les robots, c'est l'intelligence artificielle qui est mise dedans. Je ne sais pas si tu as vu le défilé des robots pour le nouvel an chinois. Non, je ne l'ai pas vu. Si tu vois. Mais j'ai vu énormément de robots. Si tu compares par rapport à l'année passée, non, mais c'est effrayant. Ah ouais. Parce que tu vois avec des gestes naturels. Oui. Bon, tu sais, récemment, moi j'étais en Chine récemment. Et j'ai vu la réalité du terrain. Et c'est hallucinant à quel point les gens n'imaginent pas en fait le niveau d'évolution des gens dans le monde. C'est pour dire qu'il n'y a pas un métier qui est épargné. Parce qu'un métier qu'on estime, par exemple, les métiers artisanaux, par exemple le charpentier, même les simples masseurs sont remplacés déjà par des machines. Mais bien sûr, parce que tant qu'un robot peut être alimenté par l'intelligence artificielle pour faire le travail qu'un humain aurait dû faire, ça va remplacer tout le monde. Exactement. Personne n'est épargné. Mais la question, c'est à quelle vitesse? Mais la vitesse est fulgurante, en fait. C'est dingue. Et là, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on va parler d'orientation en termes d'emploi, etc. Et tout. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Je pense que j'ai même fait un post, je crois que c'est hier ou bien avant-hier. Ah ouais, on est dans le danger, non? Je disais que l'intelligence artificielle va remplacer les logisticiens et tout ce qu'ils font dans les transports. Parce que je partageais ma carte d'étudiant à l'époque et quelqu'un a dit j'ai vu ça. Je suis aussi dans cette filière, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est chaud. Donc, tu vois, c'est vrai que on ne va pas abandonner un métier forcément parce que l'IA va... Parce que, comme on a dit, l'IA va intervenir dans tous les métiers. À commencer d'abord par les métiers du numérique. C'est d'abord là. C'est ça. C'est les métiers du numérique. Après, les métiers artisanaux, ça va venir là. Les autres métiers, transport logistique. Quand on est un logisticien, le travail qu'on peut faire, aujourd'hui, il y a toute une automatisation, une vérification. C'est pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors que si l'IA est bien entraînée, l'IA devient même plus fiable qu'un humain. Oui. L'IA fait moins d'erreurs si c'est bien. On ne parle pas des modèles généraux, mais des modèles qui ont été entraînés pour une tâche spécifique sont extrêmement efficaces. Moi, ce que je lui ai dit, moi, je ne te dis pas d'arrêter, tu continues, mais il faut comprendre que le marché est très concurrentiel avec les humains et il faut ajouter un autre élément, l'IA qui vient. Donc, le travail que tu fais, un robot peut le faire. Il faut alors faire en sorte de ne pas seulement se tenir à ce qu'on apprend à l'école. Il faut faire des recherches, il faut faire de la veille. Parce qu'à l'école, moi j'ai fini la licence en transport logistique, mais on ne m'a jamais appris à manipuler un logiciel de gestion, un logiciel de logistique, pour tout ce qui est supply chain, on ne m'a rien appris. C'est quand tu vas dans l'entreprise maintenant que tu vois que... ça, donc, il faut aller au-delà de ce qu'on apprend à l'école. Il faut avoir conscience que il y a l'IA ou bien un robot qui va prendre le travail demain. Donc, il faut être le plus exceptionnel possible pour être irremplaçable. C'est vrai que personne n'est irremplaçable, mais quand même, à l'instant T, il faut faire le nécessaire pour être l'appel rare que les entreprises, les gens vont chercher. Parce que quand on dit que l'IA va remplacer les gens, ce n'est pas tout le monde de façon... ça, l'avenir nous dira, mais ça ne va pas remplacer tout le monde. Mais la demande en ressources humaines sera très basse. Très basse. C'est déjà le cas. À ce moment-là, comment les humains se débrouillent? Parce que c'est dur quand tu essayes de réfléchir par rapport à ça. Et surtout quand on sait que la majorité des gens n'ont pas l'argent pour se permettre ça. Et de toute façon, nous qui sommes jeunes,
qui venons de familles, je vais dire modestes, et qui n'avons pas un niveau de vie super élevé, et qui sommes obligés de nous élever socialement en travaillant dur, intelligemment, en entreprenant, Oui. en faisant des choses innovantes quand même, et en créant peut-être des solutions ou bien en aidant des gens aussi et faire de l'argent en retour. Nous qui voulons nous élever socialement, Oui. l'IA vient comme ça, en pleine face, nous chipper notre petit boulot, Oui. etc. et tout. Comment on fait? Et surtout si on est remplacé, comment on suit en fait face aux défis financiers, etc. et tout? C'est extrêmement compliqué. C'est pourquoi les patrons de géants de l'IA sont en train de penser à un revenu universel, mondial. Donc, il y aura toujours des riches. C'est comme si on veut maintenir des gens à un certain niveau de vie, oui. Et ils ne s'élèvent plus. Je pense que OpenAI même a fait une enquête aux États-Unis où on demandait aux gens si on vous donne une allocation mensuelle où ça vous permet de subvenir à vos besoins, est-ce que ça vous suffirait? Parce que eux-mêmes, ils savent là où... Oui, parce que c'est pourquoi quand les gens disent que l'IA ne va pas remplacer les gens, mais toi, tu es qui? Les gens qui conçuent les modèles... Google, par exemple, j'ai lu un documentaire où quelqu'un faisait comprendre que les modèles qu'on voit Google sortir, c'est pour l'équilibre du marché. Sinon, ils sont des modèles ultra puissants en interne qu'ils utilisent. Tu vois, ils ont sorti Gemini 3 Pro. C'était dingue, tout le monde en parlait. Mais rapidement, ils ont sorti le modèle 3.1. Et la différence, c'est en quelques semaines. Ça ne fait pas environ... Ça peut même pas faire un mois ou bien 2 mois. C'est que l'autre était là avant que l'autre ne sorte. Oui. C'est déjà là, mais... On essaie de voir la réaction. Voilà, donc... Oui, on teste le marché pour ne pas sortir un modèle qui voilà, c'est-à-dire l'IA générale, là, il veut juste ralentir ça. Sinon, ils peuvent le sortir rapidement. Donc, tu vois, et ils réfléchissent déjà à comment faire pour l'humanité si ça arrivait. Parce qu'en parlant de réduction de main-d'œuvre, par exemple, mon fils, Brevenek, il payait les développeurs pour ses travaux. Il payait des gens. Plus. Non. On a eu la conversation la dernière fois. Il payait les gens localement, il payait des Indiens, des Pakistanais, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Oui. Il se tape une journée avec une nuit blanche. Exactement. Il a une solution SaaS complète. Et qui commence par immédiatement lui faire gagner de l'argent. De l'argent. Donc ça veut dire qu'il ne fait plus appel à aucun développeur. Est-ce que ce n'est pas l'IA qui a remplacé ces développeurs? Oui. Aujourd'hui, si j'avais besoin de 5 développeurs pour travailler sur un projet, aujourd'hui, je peux en prendre seulement 2. Et prendre un outil IA avec un abonnement max, avec des tokens illimités, où le gars travaille naturellement. Donc, c'est compliqué. Ce n'est pas que c'est demain, c'est déjà là. L'IA remplace et il faut s'adapter. Oui. Même cette histoire d'enquête-là, faite aux États-Unis par rapport à l'allocation, etc. Et tout, moi, tout de suite, quand j'entends ça, ça me fait peur. Parce que tu as l'impression qu'on t'enlève cet espoir-là d'un jour t'élever socialement, en vrai. Parce que moi, en fait, on fait tout ça pourquoi? Parce que quelque part, on veut améliorer notre situation de vie. Mais si, par exemple, supposons qu'on met en place une allocation, etc. et tout, on va payer une allocation à un Américain. Je ne pense pas que ce qu'on va payer à un Américain, on le paiera à un Africain. Ah oui. En fait, parce qu'en fonction du niveau de vie, de là où tu vis, etc., on va t'allouer ça. Et du coup, là, c'est que on te maintient pauvre. On maintient tes enfants, des arrière-petits-enfants, tout et tout, dans la pauvreté. Et donc, c'est compliqué. C'est vers cette société que nous avançons. Donc, c'est malheureusement ça. Et là, si quelqu'un nous suit là actuellement et il fait la réflexion, il doit comprendre que le dernier moment pour créer de la richesse pour soi-même, pour ses enfants, c'est maintenant. C'est maintenant, ou jamais. C'est maintenant, parce que si tu ne le fais pas maintenant, c'est que tu as raté le train et puis c'est fini. Justement. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a encore énormément de personnes qui ne s'en rendent pas compte encore. Du tout pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des gens, on ne va pas parler des personnes analphabètes, mais il y a des gens qui sont instruites, qui ne savent pas encore qu'un truc comme ChatGPT existe. Ah ouais. Donc tu vois,
que le fossé, c'est énorme. C'est énorme. Même avant qu'on ne commence par parler de l'IA, sur l'influence de l'IA ou bien l'impact de l'IA dans l'éducation, déjà, j'ai lu des enquêtes. Déjà, les premiers mois de sortie de ChatGPT, plus de la moitié des étudiants rendent les travaux rédigés par l'IA en Europe ou ailleurs. Oui, exactement. Et donc, c'est même ici que on est en retard. Sinon, et comme tu as dit, avec la vitesse à laquelle les choses évoluent, si ce revenu universel arrivait à être mis en place, c'est fini. Nous, on est foutus en fait. C'est fini. On peut arriver à nous donner juste le SMIC, 52 000. Oui. Bah, on te donne 52 000, bah, tu n'auras pas le choix. Tu ne fais rien, mais tu es à la maison, mais on te donne 52 000. Tu te débrouilles avec, tu manges, tu fais tout ça. Tu vas t'installer dans un petit village là-bas où la vie est moins chère. Tu n'auras pas le choix. Donc, comme tu as dit, nous allons exhorter la jeunesse à beaucoup travailler. Et c'est maintenant, pour être ceux qui vont piloter tout ça. Parce que si ce n'est pas le cas, parce qu'en fin de compte, c'est l'industrie du numérique qui va dominer tout le reste. Oui. Quand ça va arriver en ce moment. Oui. Et c'est déjà le cas. Oui. Et je pense que c'est pourquoi, en fait, je pense que ceux qui deviennent créateurs de contenu aujourd'hui, qui créent des communautés, etc. et tout, j'ai l'impression que c'est eux qui vont gagner dans le futur. Qu'est-ce que tu en penses? Ceux qui créent des communautés. Oui, des personnes qui rassemblent des gens autour de quelque chose, qui créent des solutions, qui créent des communautés par rapport à ça maintenant, et qui travaillent leur crédibilité, leur réputation un peu et tout. J'ai l'impression que dans le futur, c'est eux qui vont s'en sortir. Oui, parce que même si l'IA va intervenir là, ce sont eux qui vont utiliser l'IA pour automatiser ce qu'ils font actuellement. Oui. Et donc, forcément, ils vont trouver pour eux. Et à part ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut identifier clairement des domaines dans lesquels, si quelqu'un entre, il peut s'en sortir? Et parce que, bon, en vrai, moi, je me soucie un peu de tout ce qui va être emploi dans le futur et tout ça, comme je l'ai dit. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se former, supposons, bon, nous, jeunes, qui faisons peut-être déjà des enfants, ou qui avons peut-être déjà des enfants. Oui, des projets. Nos enfants, dans le futur, comment on peut les orienter déjà? Parce que, bon, c'est vrai, nous, on ne sait pas encore sauver encore, mais si on a des enfants, peut-être, on a moins de 30 ans, on a des enfants, on doit les orienter, etc. Et tout. Comment on fait? C'est compliqué, parce que la chose va très vite. D'ici 1 an, quand on va se rappeler de cet échange, on va dire, ah ouais. Donc, orienter les enfants, c'est très difficile, encore dans notre système éducatif. Oui. C'est qui est encore là où tout est gâté là, en fait. Je ne sais pas si tu as lu que déjà, au primaire, le gouvernement chinois a mis en place déjà les réformes pour que l'IA soit enseignée aux enfants. Oui. Déjà le primaire. Oui. Chez nous, même à l'université, je ne pense pas qu'on en parle déjà. Hein. Non. Si tu ne fais pas une filière liée à tout ce qui est un peu digital. Tout ce qui est même digital. Non. C'est que si tu ne fais pas d'étudier l'histoire du digital. Tu ne fais pas des trucs de l'IA, des data. C'est incroyable. Tu ne vas pas avoir un cours sur l'intelligence artificielle. Oui. Parce que dans les autres métiers, tes professeurs même là, ils vont te dire, ils vont banaliser l'IA. Est-ce que l'idéal n'est pas quand même aujourd'hui peut-être de demander une assise et de faire face aux réalités du monde dans lequel on est en train d'entrer pour créer un système d'éducation et de formation qui va dans le sens là? C'est possible. Et pour ça, il faut impliquer la jeunesse qui est consciente. Qui est consciente. Parce que, et là, c'est comme si nous, qui sommes un peu renseignés sur la chose, ou qui comprenons comment utiliser ces outils-là, qui comprenons l'enjeu et tout, et aussi faire recours à peut-être des personnes qui sont à l'extérieur, qui sont avancées dans ce milieu-là, et venir former, en fait, ici au Bénin. Et peut-être dans d'autres pays de la sous-région, la jeune génération a ça. Parce que moi, j'ai peur, en fait. Tu as raison. Moi, j'ai très peur. Si quelqu'un a un enfant qui a 1 an aujourd'hui, et ce dernier, il faut imaginer dans combien d'années ce dernier pourra commencer la classe de 6e, imagine. Imagine ce qui pourrait se passer pendant ce temps. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va devenir? En fait, le smartphone est sorti quand? 2008, non, je pense, ou 2007. 2007, oui, c'est dans les environs. Oui. Et là, on est
à moins de 20 ans après. On n'a pas encore fait 20 ans. Moins de 20 ans après, et on est là où on est là. Et ils veulent déjà même faire disparaître carrément le smartphone pour des surfaces tactiles. Oui. Dans 50 ans. Moi, franchement... On parle des séries télévisées à la réalité. Oh là là. On n'est plus dans la fiction. On vit la réalité maintenant. Et j'ai l'impression que le système de formation et d'éducation n'a pas changé depuis... Chez nous, oui. 30 ans, 50 ans, quoi. Pratiquement rien. Parce que je me rappelle, je ne me rappelle plus réellement du cours, mais c'était un cours, je crois que c'était un cours de transport ferroviaire ou terrestre. Et le professeur venait avec un cahier TP, travaux pratiques là, de 300 pages, je crois, très vieux. Et on me disait que c'est ça, il l'utilisait depuis 5 ans. Oh. Et il ne révise jamais. Les exemples qu'il donnait, donnaient des exemples des infrastructures, des trucs ferroviaires que la France a fait dans les années 1900. Et le jour-là, il y a un camarade qui lui a dit que c'est des trucs vieux qu'il a fait sortir. En fait, donc c'est le problème. C'est ça. Le corps enseignant n'est pas à jour. Plutôt que la formation soit orientée futur, c'est tout le temps orienté passé. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et là... on risque, par contre, on risque, on va rester les esclaves des consommateurs à vie. Et si on va nous trouver ce qu'il faut juste pour gratter et manger, avoir 2 repas par jour, ça nous suffira. Malheureusement, mais c'est dans ce monde-là, on va... Non, mais ça. En fait, quand tu t'asseyes et tu fais face à la réalité du monde actuel dans lequel on est, tu sais que c'est là on va, en fait. C'est ça. Et c'est incroyable, en fait. Et ça doit aussi faire réfléchir, nous, les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je félicite les jeunes qui ont compris que le numérique, c'est l'opportunité et qui gagnent beaucoup d'argent. On a des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, que ça ne suffit pas, ou bien ça ne suffit plus du tout. Il faut aller au-delà de ça, en fait. Il faut créer des richesses pour que nous ne soyons pas ceux à qui on va donner des allocations et qui vont en fait en vivre. Parce que si tu gagnes beaucoup d'argent, ça te permet d'avoir un certain niveau de vie, instant de vie. C'est ça. Mais quand ce qui te fait gagner de l'argent là va disparaître, et on va te donner le SMIC pour vivre de ça, tu vas faire comment? C'est vraiment difficile. Mais quand on réfléchit comme ça, quand tu parlais tout à l'heure et quand on discutait, je réfléchissais quand même, malgré qu'on discutait. Ouais. Et là, j'ai réalisé que mais en fait, peu importe ce qu'on va dire, je réalise que peut-être les métiers dans lesquels, les métiers ou bien la bonne posture dans laquelle tu peux rester, c'est peut-être de toujours vendre quelque chose. Oui. Il faut toujours vendre quelque chose. Parce qu'il y aura toujours un produit ou un service à vendre. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui devait privilégier, enfin, si il doit penser futur, il doit penser, je développe mes capacités à vendre pour survivre dans le futur? Je pense que bien résumé comme ça, c'est pas fait. N'est-ce pas? Oui. Parce que quand on prend du e-commerce, par exemple, le e-commerce, je ne pense pas que ça va mourir, surtout avec ce système-là qui va rentrer. Ah non, ça ne peut pas mourir. Ça ne mourra jamais, en fait. Non. Ça va s'adapter, ça va changer. Et comme tu as dit, il faut s'adapter. Quand tu apprends à vendre n'importe quoi et à n'importe qui, tu peux arriver à suivre le rythme. Oui. Parce que ceux qui font le dropshipping, à un moment donné, ils se sont réorientés vers les produits digitaux. Exactement. Les produits digitaux, ils parlent maintenant plus d'argent IA et ça ne fait que grimper. Exactement. Et ces mêmes personnes-là se reconduisent chaque fois. C'est ça. Voilà. Quand tu es ce genre de personnes, tu vas toujours trouver pour toi dedans. Pour toi dedans. Oui. Tant que tu sais vendre et que tu sais t'adapter pour toujours vendre même de nouveaux produits, de nouveaux services. Parce que peu importe ce qu'il y a à faire, il y a de nouveaux produits, de nouveaux services qui se créent, des nouveaux métiers également. Voilà, c'est ça que les gens prennent pour dire que l'IA ne remplace pas, l'IA crée des opportunités. Mais combien de métiers l'IA supprime pour en créer combien? Exactement. Mais en fait, le rapport de force reste très, très élevé. Parce que même si tu apprends à vendre aujourd'hui, tout le monde ne va pas vendre. Il y a toujours les consommateurs. Oui. Parce que tout le monde ne vendra pas. Et même si tu vends aujourd'hui, tu vas rester dans un milieu. Et il y aura un autre milieu où, voilà, tu vois. Forcément, oui. Donc, je pense que... Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la formation va être orientée vraiment vendre seulement? Ou bien est-ce que tu as des pistes de formation? Par exemple, et aussi, je vais
prolonger la question en même temps pour que tu me répondes de manière d'affilée. Okay. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que, d'accord, la formation doit être résumée à peut-être la vente seulement, ou bien il y a d'autres domaines peut-être dans lesquels les gens peuvent se former? Et surtout aujourd'hui, si les gens veulent se lancer dans la vie active, est-ce que se positionner et être dans une posture de freelance serait plus intéressant, dans une posture de freelance serait plus intéressante, ou dans une posture d'employé? Est-ce que laquelle des postures serait adéquate? Là, on a parlé d'emploi, emploi. Oui. Mais on n'a pas vraiment évoqué le freelance, on a parlé aussi d'entrepreneuriat. Voilà, on a parlé de tout ça. Mais quelle est la meilleure posture aujourd'hui aussi? Alors, on va rester dans le domaine du digital, numérique seulement. Parce que si c'est dans d'autres domaines, quelqu'un qui veut apprendre la couture, la menuiserie aujourd'hui, je ne lui dirai non. Parce que c'est ça. Mais ils seront les derniers à être remplacés s'il y avait là. Donc ça là. Ils ont le bien quelqu'un qui veut être un agriculteur. C'est un métier noble. Ça fait des millionnaires, des milliardaires. Exactement. Donc quelqu'un qui veut aller là-bas, moi je lui dis, moi je n'ai même pas de conseils à lui donner. Il faut foncer seulement. Oui. Mais c'est quand tu veux aller vers certains métiers, surtout dans le numérique, attention. C'est ça. Et c'est là que ça revient. Il faut apprendre à vendre quelque chose, un produit ou un service. C'est ça. Et si tu ne sais pas le faire, c'est toi on remplace. Parce qu'il faut forcément remplacer quelqu'un, quoi. Il faut faire une réduction de budget. Et puis, d'abord, c'est pourquoi ceux qui disent que l'IA ne va pas remplacer les gens, je ne leur dis pas de comprendre. Ils ne suivent pas l'actualité ou quoi. Ils ne voient pas les grosses boîtes sortir une fausse excuse pour renvoyer des milliers de personnes. Voilà. Alors qu'ils ont mis en place en fait, des systèmes pour automatiser. Et ça n'a plus besoin de cet effectif travail. Voilà. Parce que c'est comme ça. Donc, la question, est-ce qu'il faut aller vers l'emploi? Est-ce qu'il faut aller vers le freelancing? Est-ce qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat? Ça revient toujours à l'objectif. Pourquoi je veux aller vers l'emploi? Pourquoi je veux aller vers l'entrepreneuriat? Et pourquoi je veux aller vers le freelancing? On se trouve d'abord que c'est le cash, l'argent. L'argent d'abord. Mais à quelle hauteur? Voilà. Donc, parce qu'il y a parfois... Enfin, quand on parle de hauteur, je pense que... À quelle hauteur? Je pense que c'est plus... Enfin... C'est peut-être poser la mauvaise question dans le sens où il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être employés et gagner $100,000 par mois. Ah ouais. On a vu des vidéos récemment d'étudiants. C'est ça qui va aussi déterminer, comme tu as dit. Voilà. Si tu veux $100,000 par mois, ce n'est pas vers l'emploi. Il faut aller, justement. Mais le freelancing aussi, ce n'est pas évident. Justement. C'est pas évident. Par mois, c'est cardio. C'est énorme. C'est énorme. On est dans les 600... Non, dans les 60 millions. 60 millions par mois. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En freelancing, non. Il faut forcément. Tu dois travailler avec les gens. Par an, oui. C'est possible. Tu vas travailler avec des gens, forcément. Oui. Et là, tu formes une agence. Ce n'est plus toi seul. C'est ça. Là, tu vas faire déjà l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, si tu veux gagner beaucoup d'argent comme ça, par mois, il faut aller vers l'entrepreneuriat. Ça veut dire que tu engages des gens autour qui font... Mais je pense aussi que... à part la hauteur dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas le facteur volonté et personnalité aussi? Oui. Avant ça, il y a aussi la demande. C'est ça. Quand tu veux aller travailler dans une entreprise, c'est-à-dire tu cherches l'emploi, c'est très difficile aujourd'hui. Oui. Tu vas faire des entretiens fatigués. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne recrutent pas, mais qui font des annonces. C'est ça. Et qui font des entretiens, juste pour s'amuser et pour montrer que la boîte, ça marche. Ça marche. Non, et tu peux te retrouver dans ce genre de programme d'entretien, et puis voilà. Oui. Mais si tu veux rapidement, si c'est même pour te former, ou bien te réorienter, ou bien tu quittes l'école, le plus facile pour moi aujourd'hui, le plus rapide, c'est le freelancing. Tu apprends à servir les gens, à offrir une compétence réelle, pour répondre aux besoins des personnes. Et ça, c'est partout dans le monde. C'est le plus rapide. C'est souvent ce que je recommande. Et ça te permettra de gagner beaucoup plus. Parce que quand tu es freelance et tu as des clients en Europe, en Amérique, tu peux rapidement gagner beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire, dans les premiers mois, tu vas avoir une rémunération qui dépasse le salaire d'un cadre dans une entreprise qui a peut-être 5 ans d'expérience, ou bien 5 ans dans l'entreprise. C'est un avantage énorme. Non seulement c'est plus rapide, et ça paye beaucoup plus.
Parlant de freelancing, il y a un rapport très étroit entre le freelancing et l'emploi. Oui. Et moi, j'aimerais bien évoquer ça parce que récemment, j'aime beaucoup en parler. J'ai eu une conversation avec un entrepreneur de notre écosystème qui est très connu, enfin, dont la solution est très connue, d'accord, qui m'a dit une chose un jour. Il m'a dit, en fait, on nous a peut-être mal vendu le freelancing en Afrique surtout. Oui. En Afrique surtout dans notre milieu, en Afrique francophone. Surtout tout ce qui est lié au métier du digital. Oui. Généralement, les freelances en Europe ou ailleurs dans le monde vont être des personnes qui sont restées dans des boîtes 10 ans, 15 ans, et ensuite décident de quitter la boîte pour maintenant accomplir des missions en freelancing. Et du coup, ils ont plus tendance à gagner plus leur vie parce qu'ils ont déjà les contacts, ils ont déjà la réputation, déjà peut-être le background qu'il faut. Quand tu vas sur le profil LinkedIn, tu sais qu'ils ont travaillé à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, c'est plus de crédibilité et plus de trucs là. Et donc, quelqu'un qui... mais en Afrique, on nous a plus vendu, bah écoute, forme-toi et lance-toi en tant que freelance d'abord. Ensuite, si peut-être tu veux plus te stabiliser, tu peux aller vers un emploi après ou bien ce genre de choses, etc. Est-ce qu'en Afrique, nous, on peut faire fi de l'expérience d'un certain nombre d'années avant, on peut faire fi de ça et se lancer juste en freelancing comme ça, bon, sachant qu'on a fait ça énormément. Hein, oui, ce n'est pas peut-être que le message est mal passé en Afrique. C'est l'environnement, c'est l'écosystème. Parce qu'ailleurs, ils ont plus de facilité à trouver du travail. Donc, tu peux faire d'expérience dans une agence, dans une entreprise, et plus tard décider de quitter pour être freelanceur. Ouais. Et ça va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Alors qu'ici, tu ne trouves pas. En fait, tu es dans un dilemme, en fait. Est-ce que tu vas continuer de chercher, mais dis que je vais entrer dans une entreprise, avoir de l'expérience, après sortir freelance? Ça ne parle pas ici. Oui. Parce qu'on a déjà la difficulté pour trouver le travail. Oui. Et c'est l'alternative, là. La solution, c'est ça qui est le freelancing. C'est ça. Okay. Donc, et puis, je ne pense pas que ça puisse changer. C'est ça. Encore que les choses s'aggravent. Donc, se former, entrer dans le freelancing, d'accord. Mais moi, j'ai toujours dit aussi qu'il faut avoir l'expérience. Ouais. Donc, ce qui veut dire, la meilleure manière d'avoir l'expérience, c'est d'aller quand même travailler avec les entreprises. Et tout. Oui, travailler avec même si c'est à distance, mais tu travailles, on te paye pas beaucoup de choses, tu prends ça. Mais toi-même, tu sais, tu connais ton objectif. Oui. Tu sais que ça va te permettre de te former, d'avoir plus d'expérience. Pour que quand tu prends un contrat, tu puisses exécuter sans avoir besoin que quelqu'un t'apporte de l'aide. C'est très pratique. Toujours pour le freelancing, il y a souvent quelque chose que je dis. J'en parle beaucoup plus récemment. C'est bien de faire du freelancing, c'est bien de gagner 1 million, 2 millions, 3 millions par mois. C'est beau. Mais jusqu'à quand? C'est ma prochaine question, en vrai. C'est ma prochaine question. Jusqu'à quand? Ou bien c'est bien de vendre des produits digitaux, gagner beaucoup de millions, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'on a dit qu'il faut apprendre à vendre. Et ça permet de toujours avoir de quoi manger. C'est-à-dire qu'on a trouvé toujours à gagner d'argent puisqu'on sait vendre. Il y a de nouveaux produits qui viennent sur le marché. Mais on ne va pas le faire quand on aura 60 ans. C'est ça. On ne pourra pas le faire quand on aura encore 50 ans. C'est ça. Qu'est-ce qu'on aura mis en place? C'est quoi On fait comment? Ouais. Et j'en parlais récemment sur Facebook. J'ai posé une question. J'ai dit, quand tu vas sur Instagram, tu suis beaucoup d'Américains, etc. et tout, tu vas voir qu'ils parlent beaucoup de finances personnelles, organisation, création de richesses, etc. et tout. Donc ça ne s'arrête pas juste à gagner de l'argent. Gagner 10 000 euros par mois et tout ça. Mais en fait, dans le milieu francophone, surtout en Afrique, on parle énormément de gagner de l'argent, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'en font rien. C'est ça. Et donc, quand on prend l'écosystème béninois, par exemple, parce qu'on est au Bénin, comment aujourd'hui je gagne de l'argent étant au Bénin, mais comment je fructifie cet argent-là? Comment je mets en place quelque chose qui me permettra de vivre, même dans mes vieux jours, de créer un écosystème où ma famille est à l'abri du besoin, etc. et tout. Parce que, en vrai, moi, j'ai rencontré pas mal de personnes. À chaque fois, tu vas voir, quand il était jeune, il avait 3 véhicules,
il avait 5 véhicules, ce genre de choses. Il avait des immeubles à Cotonou, etc. Tout. Mais après, dans la vieillesse, il a vendu son terrain ici. Il a vendu... Et même dans la manière d'éduquer les gens, par rapport à la richesse, par rapport à la sécurité, on dit souvent en fond, il va acheter la terre. Tu vois? Donc, tout le monde achète la terre, parce que tout le monde se dit, quand ça sera dû, je vais vendre la terre. Vous comprenez un peu ce que je dis? Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un mauvais système de fonctionnement. Oui. Parce que, pourquoi j'aurais besoin de vendre pour survivre pourquoi je vais acheter? Parce que dans ma tête, je veux vendre dans le futur pour survivre. Pourquoi ne pas créer quelque chose qui va être tout le temps là et tout ça? En réalité, on va acheter des terrains quand on a un projet pour ça. Oui. Un projet réel. Et normalement, ça doit être un projet qui nous rapporte aussi de l'argent. C'est ça. Pas quelque chose qu'on dépose, bien qu'on dépose et qu'on va chercher dans 10 ans quand on aura des problèmes. Exactement. Ça n'a aucun sens. Il faut investir. Ce n'est pas un investissement, ça. Ce n'est pas un investissement. Quand tu vas déposer l'argent dans un coffre, tu fermes et tu jettes la clé quelque part pour retrouver la clé. Puis quand tu auras des problèmes, l'argent, ça ne bouge pas. C'est ça. Mais même si on prend les terrains, ça prend de la valeur, mais c'est pas... Il faut investir dans quelque chose. Donc, on revient sur les freelances. Tu gagnes beaucoup d'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 25 ans. Quand tu auras 30 ans, bon, ça, c'est l'IA qui va décider ce qui va arriver. Mais supposons que tu as des revenus constants jusqu'à ce que tu aies 45 ans. Est-ce qu'à 45 ans, tu vas encore avoir cette force-là de prendre des rendez-vous avec des clients? Mais quand on te voit même là, ils n'ont plus confiance. Ils préfèrent travailler avec des jeunes qui sont plus dynamiques. Est-ce que lui, il connaît les réalités du terrain, les nouvelles technologies? Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Et même toi, même quand tu es dans le game, jusqu'à 45 ans, tu te dis, est-ce que je ne me fais pas trop vieux pour ça? Et justement, cette même personne-là qui m'a parlé de ce rapport entre freelancing et emploi, m'a aussi dit, il m'a dit quelque chose la dernière fois, il m'a dit, Kajus, je ne veux pas te voir dans 10 ans sur Facebook ou sur les réseaux en train d'organiser des webinaires ou ce genre de choses, etc. Exactement. Et c'est ce qui risque d'arriver à presque tout le monde. Oui. En fait, quand tu... ça t'a fait réfléchir. Oui. Beaucoup. Et ça me fait réfléchir jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et là, tu réfléchis à la transition. C'est la réalité, en fait. C'est la réalité. Qu'est-ce que tu deviens dans 10 ans? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on va te retrouver encore sur Facebook en tant que média buyer? Qu'est-ce que tu deviens? C'est ça. C'est ça la réalité. Mais celui qui a un emploi sécurisé, il est en sécurité. Franchement, il est en sécurité. Oui. À ce vieux jour, il aura des allocations. Pour qu'au moins ce qu'il va manger, il va trouver. Il ne va pas commander. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui ne constitue aucun investissement sur le long terme aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai réfléchi, ça doit faire plus d'1 an que j'ai réfléchi à la chose. J'ai fait des recherches localement. Il n'y a pas une solution qui aide les freelances vraiment à avoir la sécurité sociale, par exemple. C'est ça. Je pense... Et il n'y a pas une loi qui va dans ce sens, qui protège... Enfin, d'abord, un freelance, le droit du travail, en tout cas, le code du travail au Bénin ne connaît rien de tout ça. C'est ça. Bizarrement. Même si, en fait, si tu n'es pas un employé quelque part déclaré, déclaré surtout, bon, voilà, toi tu n'es rien en fait. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ouais. Donc j'ai réfléchi à ça et j'ai fait des recherches aussi. Et ça d'ailleurs même c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place avec AtiWeb. Okay. C'est une plateforme qui permet aux jeunes dans le numérique, des freelances ou bien ceux qui sont même déjà dans des entreprises, de pouvoir apprendre, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Parce qu'on a créé des petites communautés avec des gens qui les accompagnent. Démarrer, se mettre à jour régulièrement, trouver des clients, voilà. Parce qu'on a aussi des difficultés à trouver des clients localement. Si tu ne vas pas directement contacter des entreprises, ou certains ne savent pas comment trouver des contacts. Donc, on a mis en place un système qui leur permet de pouvoir vivre. L'objectif, c'est de leur permettre de vivre décemment de leur métier. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est en train de mettre en place un système qui leur permet, même si tu es freelance, tu es dans ton coin, en train de travailler, tu gagnes tes euros,
tes euros, tes dollars, comme d'habitude, tu peux même en gagner plus. Mais tu as une sécurité sociale. Si tu es malade, tu vas dans un hôpital, on te prend en charge. À tes vieux jours, tu as une allocation. Ça, c'est pension. C'est intéressant. Là, tu n'as pas besoin forcément d'aller dans une entreprise. Mais tu es considéré comme un employé dans une entreprise selon le droit béninois. Là, ça veut dire que les freelances qui sont aujourd'hui sur le marché sont obligés d'être très assidus niveau finances personnelles. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a aucune solution pour les freelances. Oui, parce que pas. Si tu gères mal, c'est fini pour toi. C'est fini. Et puis, une petite maladie seulement va venir épuiser toute ton économie. Et tu reviens à zéro. Et tu es obligé de recommencer à zéro. Et même, tu peux même pas être en mesure de recommencer. Parce que, voilà, hein, que Dieu nous en préserve, mais dans une situation où tu te retrouves à avoir une maladie qui te rend invalide, c'est fini. Oui. C'est fini. Et je pense que l'une des valeurs les plus, pas sûr, hein, l'une des valeurs les plus, l'une des plus grosses valeurs, pardon, c'est ce que je vais dire, qu'on a aujourd'hui, c'est notre cerveau. C'est ça. Et si c'est touché, c'est fini. C'est ça. Et même quand on va dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dont la finance de l'entreprise et la finance sont... C'est ensemble. C'est ensemble. En fait, on n'a pas de salaire. Même si on a des salaires, on ne sait pas déclarer. Oui, c'est la même situation que les freelancers. Oui. Un entrepreneur qui est dans l'informel déjà, bon, ça là c'est notre cas, il a formalisé, il a une entreprise, tout ça là, il paye ses impôts, mais il doit quand même être déclaré. Lui-même, il déclare ses employés, mais tout au moins lui-même. C'est ça. Donc, comme ça, quand les choses ne vont pas, tu vas trouver ce que tu vas glatter. Oui. Tu auras beau travailler pour le pays, pour l'économie, à aider les gens, à rendre les gens, le monde meilleur pour les gens. Mais toi-même, tu vas finir tes vieux jours très mal. Très mal. Donc, le message, c'est pour tout le monde. Waouh. Maintenant, pour revenir sur les choix, aller vers l'emploi, si tu trouves surtout une entreprise qui te déclare, parce que c'est ça, on te rend même si tu trouves et tu gagnes, c'est comme le freelance en fait. Tu gagnes et puis tu n'as aucune sécurité. Il faut qu'on te reconnaisse comme un employé. Et si tu as ça, moi je pense même que quelqu'un qui a ça, même s'il gagne 100 000, il est mieux qu'un freelance qui gagne plusieurs millions. Ouais. Et qui ne sait pas comment gérer pour avoir une sécurité demain. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Tu peux être freelance et investir dans des choses qui vont te rapporter d'argent. Oui, même quand tu dors, il y en a. Il y a beaucoup d'opportunités. Ça veut dire qu'il faut une éducation financière. Mais si tu ne l'as pas, tu gagnes, tu investis, tu vas voyager, et puis tu montres. Nous, sur les réseaux sociaux, tout le monde rit, on est content. Mais ce qui se passe derrière, et tout ça. Ce qui va se passer derrière, quand les jours seront gris, c'est compliqué. Donc, ça, c'est valable pour tout le monde. Mais on va vers l'entrepreneuriat quand on veut résoudre des problèmes. On ne va pas vers l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. C'est-à-dire pour devenir riche. Tu résous un problème, après tu vas gagner de l'argent. Si c'est que tu veux devenir riche, là, va faire freelancing, va vendre des produits digitaux. Parce que celui qui vend des produits digitaux, lui, n'est pas un entrepreneur. C'est ça. Il est juste, on va dire, un businessman. C'est un homme d'affaires qui va trouver des opportunités. Il se lance, voilà. Donc, il n'a pas une structure entrepreneuriale, un cadre juridique. Il ne paye pas les impôts, il n'est pas des gens, il n'a pas cette pression de gérer le management, gérer les gens. Il n'a pas son problème. Lui, il trouve les opportunités, il les place et gagne son argent. C'est tout. Donc, quand tu veux avec l'entrepreneuriat, c'est carrément un autre domaine. Il faut savoir que tu y vas parce que tu veux servir d'abord les autres et après tu vas gagner ton argent. Parce que tu vas travailler avec des clients qui brassent des millions, des milliards, alors que toi-même, tu as peut-être un petit million. Ouais. Tu fais des millionnaires, mais toi, tu n'es pas millionnaire. Exactement. Donc, en fait, c'est sacrifice. C'est tellement réel. C'est sacrifice. C'est tellement réel parce que moi, je suis dans un milieu où je gère beaucoup d'argent. Oui. Tu vois beaucoup d'argent. Tu vois beaucoup d'argent rentrer. Oui, bien sûr. Mais toi, tu sais ce qu'on te paye aussi pour la mission. Tu la fermes, c'est ça. C'est ça. Tu n'as pas le choix. Donc, c'est comme ça. Donc, les choix, je pense qu'on a déjà assez détaillé. Quand est-ce qu'il faut aller vers l'emploi, vers les freelancers. Et quand on va là-bas, il
Il faut apprendre à gérer son argent, il faut investir dans des choses. Et j'espère que quand on va mettre en place, c'est comme le cadre juridique n'existe pas, mais quand même, il y a toujours des manières de faire en sorte que pour que ces freelances-là puissent être protégés. Voilà. La sécurité sociale, c'est important. Ouais, je comprends. Donc, mais après, est-ce qu'en France aussi, etc., il y a tout ça? Oui, il y en a déjà. Oui. Non, okay, donc, c'est nous qui sommes un peu en arrière. C'est nous. Quand j'ai fait les recherches là-bas, là, c'est bien développé. Et puis, c'est prêt. Là. Tu es freelance, tu prends une agence là, et puis vous signez les contrats, c'est fini. Ah ouais. Tu vas chercher tes contrats. Hein. C'est pas que tu cherches tes contrats, et puis le contrat, vous gérez ça. Et puis, au niveau de l'État, tu es un employé déclaré. Ah ouais. Oui, sans aucun problème. Mais quand tu as des problèmes, en fait, on te prend en charge là, rapidement. C'est beaucoup plus intéressant. Tu as l'assurance, tu as tout en fait. Mais si vous dites ça, les gens vont fuir le pays. Hein. Non, au lieu de fuir, il faut créer. Il faut créer. C'est ce que nous voulons faire. C'est ça. On va créer l'écosystème pour que nos freelances puissent avoir cette sécurité-là. C'est ça. Voilà, pour se prendre en charge, surtout quand les vieux jours vont arriver. C'est important. Donc là, en fait, c'est en même temps un conseil. Hein. En fait, tout ce qu'on a dit, c'est une assemblée de... c'est un assemblée de conseils, en fait, pour aider des personnes qui nous regardent et tout. Un jeune ou quelqu'un qui est encore beaucoup plus jeune, peut-être, et qui comprend ce dont on parle, apprend à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous... voilà. Donc là, on a abordé un peu tout, hein, dans tous les aspects de la chose. Est-ce que, bon, voilà, tu as quelque chose à ajouter, peut-être, ou ce genre de choses, avant qu'on ne clôture un peu voilà, cet entretien-là? Parce que je pense qu'on a abordé pas mal de choses, on a abordé pas mal de sujets. Et du coup, je pense que c'est assez instructif et que ça peut vraiment aider quelqu'un qui est derrière la caméra qui nous suit. Okay. Est-ce que tu as quand même quelque chose à ajouter? Ce que je voudrais, un message, je vais adresser à toute la jeunesse béninoise, à la jeunesse africaine. Moi, je suis fier de nous qu'aujourd'hui, nous comprenons que les opportunités, il y en a, surtout dans le numérique. Mais il faudrait que nous ayons conscience que nous devons apprendre à mieux gérer notre argent et à avoir une sécurité. Pour l'orientation, nous devons savoir que l'IA est là, il remplace déjà les gens. Donc, quel que soit le métier, nous devons apprendre à être juste exceptionnels. C'est ça. Apprendre à vendre un produit ou bien un service. Ou bien tout simplement apprendre à se vendre. Donc, comme ça, lorsque les choses changent, on s'adapte et puis, voilà, on essaye d'évoluer. Donc, c'est très, 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 très important. Et si nous voulons aller vers l'entrepreneuriat, nous devons savoir qu'on n'y va pas pour gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on veut gagner beaucoup d'argent, on n'y va pas là-bas. C'est quand on veut résoudre des problèmes et après on gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut, même 5 ans, 10 ans après, si vous n'êtes pas pressé, alors vous pouvez aller là-bas. Mais avant d'aller là-bas, il faut d'abord manger aussi à sa faim. À sa faim. Donc, ça pourquoi peut-être commencer par l'employabilité ou bien le freelancing avant d'arriver là-bas. Et quand tu cherches de l'emploi, il faut quand même s'assurer qu'on a une sécurité. C'est ça. Donc, que ce soit en freelancing ou bien... En freelancing, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, sans ces investissements personnels, on ne peut pas y arriver. Mais la solution, c'est qu'ensemble, on va mettre en place un programme qui va permettre à tout le monde. Et je ne dirais pas qu'il faut éviter tel métier ou bien telle formation, mais je pense que, quelle que soit la formation qu'on fait, il faut comprendre que l'IA intervient ou interviendra. Il faut apprendre à s'adapter pour ne pas être la personne qui sera remplacée, tout simplement. Alors du coup, par rapport au studio aujourd'hui, on est dans les locaux de VozRob. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu des décors, déjà, le confort et tout? Quand il m'a dit Agla, il a dit Agla, moi je suis un notaire. Ok. Il a dit c'est quand j'ai vu sur la carte, j'ai dit le truc est à côté de moi. Moi je suis un flemmard quand il faut sortir. Donc, si je vais me déplacer sur plusieurs kilomètres pour aller enregistrer, mais c'est à côté, donc ça veut dire que je peux juste, même avec un petit ZM de 200 là, je traverse puis je viens ici. C'est ça. Donc, tu vois. Et le cadre, franchement, il est magnifique. Parce que moi, j'ai profité, j'ai déjà pris des photos. Mais au départ, tu as vu, tu as profité également pour faire des petites vidéos. Donc, c'est un cadre qui est agréable. Et la lumière, il y en a suffisamment pour avoir des vidéos de qualité. Donc, super. Le décor, il est magnifique, mais eux-mêmes vont classer ça dans la vidéo, donc c'est clairement. Et VozRob, c'est un endroit, c'est l'endroit idéal pour pouvoir enregistrer vos podcasts, des vidéos,
Parce qu'aujourd'hui, c'est la vidéo qui vend. C'est ça. La vidéo vend beaucoup plus que les autres types de création de contenu. Oui. Donc, si vous avez des projets de création de contenu pour vendre un produit ou bien un service, et moi-même, je suis dans le besoin aussi, je vais aussi commencer par venir pour enregistrer mes petites vidéos pour faire la promotion de nos produits, de nos services. Donc, venez à Vostrob et vous serez servi, un accueil agréable, et puis vous-même, vous verrez, vous aurez des vidéos de qualité. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Brice. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu. Plaisir partagé. On est dans les locaux de Vostrob. Et voilà, si vous voulez tourner, n'hésitez pas à contacter le studio sur les numéros qui vont afficher en bas ou dans la description. C'était Caillou Chagua et Brice Boyou. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité.